Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui rationalisent leur voyage incessant en se disant qu'au final, c'est quand même un avantage compétitif. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Donc aujourd'hui, on parle de comment être nomade digital peut parfois être un avantage compétitif. On va vous donner des exemples concrets de nos propres vies, de ce que ça nous a apporté sur un plan personnel, psychologique, mais aussi au point de vue des rencontres qu'on a pu faire, des opportunités auxquelles on a pu être exposé, alors que ça aurait probablement pas été le cas si on était resté en France, sachant que nous, on est parti assez tôt en tant que nomade digitaux, à un moment où on avait encore assez peu de compétences, assez peu de contacts, etc. Donc, quels sont les avantages qu'on a pu avoir à faire ça aussitôt, qu'on n'aurait pas eu si on était resté en France, comme beaucoup de nos pairs. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Avant ça, Paul, il me semble que tu as une remarque à faire sur un de mes endroits préférés. Effectivement, j'ai un nouveau coup de gueule. Donc après le gouvernement vietnamien, puis ensuite Tropical MBA, maintenant le coup de gueule, c'est contre toi, Stan. En fait, on va renommer ça la section coup de gueule, quoi. Parce que je suis sûr que tu es payé pour vivre à Ho Chi Minh et pour recommander Ho Chi Minh. Pour moi, c'est la définition de l'enfer sur Terre, quoi. Dans les deux villes dans lesquelles je veux jamais vivre, c'est Mani et Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, si vous y allez, ça pue. Ça pue partout. Il y a un bruit incessant. Mais t'as habité à la décharge, c'est pour ça. Non, c'est partout. T'as été à l'hôtel de la décharge. Je me suis beaucoup baladé, j'y suis resté 4 jours, j'ai beaucoup marché, tout ça. Ça pue, c'est immonde. Donc c'est immonde, il y a des détritus partout, c'est dégueulasse. Il y a un bruit donc, qui est incessant. Toutes les filles sont couvertes de la tête aux pieds. Il n'y a rien du tout. Il y a quoi d'autre comme point négatif ? Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Pour traverser la route, c'est chaud. Pour traverser la route, c'est impossible. Les motos vont sur les trottoirs, quoi. Ça, c'est un truc qui est génial aussi. J'adore le concept. C'est les trottoirs et en fait une nouvelle voie pour eux. Je comprends pas ce que les gens peuvent trouver au Ho Chi Minh. Moi, j'ai totalement détesté mes 4 jours là. Voilà. D'abord, c'est parce que t'as passé que 4 jours. T'habitais où ? Je sais pas, j'étais en hôtel et puis en fait, j'ai cherché un micro. C'est ça le délire. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un micro. Bon, j'ai beaucoup marché. T'habitais carrément à Bouivienne, quoi. Je sais pas, honnêtement, j'ai aucune idée. Ouais, donc t'habites dans le quartier touristique ultra relou, pas du tout dans l'endroit posé, tu connais pas les gens là-bas. L'avantage de Ho Chi Minh, pour moi, le gros avantage, alors c'est pas... Je suis d'accord, la ville, c'est absolument le bordel, les gars roulent partout, etc. Moi, ça me fait marrer. Mais surtout, c'est les gens que tu rencontres, justement, c'est ce dont on va parler dans le podcast d'aujourd'hui, quoi. Moi, Ho Chi Minh m'a beaucoup apporté au niveau des discussions que j'ai pu avoir avec des gens autour d'un petit déjeuner, autour d'un café, autour d'un barbecue. Et c'est pour moi, là où est le vrai intérêt dans la ville. Moi, j'adore les jeunes Vietnamiens. Ils sont ultra dynamiques. Ça me booste un max quand je suis là-bas. Ultra dynamique ? Non. Là, je suis obligé de te contredire avec un exemple très concret. C'est le mec à qui j'ai acheté le micro. En fait, on est allé à 10h30 à son magasin et on l'a réveillé. C'est-à-dire que c'était encore fermé le truc. On a appuyé sur la sonnette. Peut-être que la veille, il a bossé jusqu'à 6h du matin. On va dire ça. Il est peut-être DJ dans un club. Et du coup, il est arrivé et il a ouvert et a dit je reviens très vite. Et 15 minutes plus tard, il est réapparu. Oui, voilà, tu peux pas donner un exemple pour discréditer une ville de 110 millions d'habitants. Je sais pas combien d'habitants. Si, totalement. Moi, je suis comme ça. Moi, mes trucs, c'est anecdotique et je les applique à une population globale, quoi. Ouais. C'est comme ça que je raisonne. On va renommer cette section coup de gueule et mauvaise foi. Ça serait pas mal pour commencer un podcast. Sur ce, vous qui nous écoutez, allez pousser votre coup de gueule sur iTunes parce que on parle toujours de ceux qui nous adorent et qui nous laissent une évaluation à 5 étoiles dans cet appel à l'action. Mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent chaque semaine et qui nous détestent. Alors, si c'est votre cas, allez nous laisser une évaluation sur iTunes. Pour nous dire vraiment, je trouve que vous êtes chiant. D'ailleurs, cette introduction, c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Vous avez raconté votre vie sur Ho Chi Minh pendant 3 minutes. What the fuck, les gars, il faut arrêter de fumer. Donc voilà, si c'est votre cas, si vous voulez hater sur ce podcast, le champ vous est ouvert. Vous pouvez même nous insulter par message vocaux. Putain, j'ai du mal aujourd'hui avec les pluriels. Sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com ou sinon sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix pour nous laisser une évaluation.
Paul, pour toi, quel est le plus gros avantage que tu as pu avoir en étant nomade digital d'un point de vue psychologique? Euh, Justement, que c'est très formateur et c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, depuis très longtemps, la jeune noblesse voyageait. Donc, au 18e, 17e notamment, ils voyageaient beaucoup. 19e toujours. Parce que justement, c'était considéré comme étant. Ouais, c'est-à-dire, c'était plutôt les zones, honnêtement. Mais c'était censé créer le caractère, construire le caractère. Ensuite, on a eu les gap years, donc, qui sont pas très populaires en France, hein. Mais il faut savoir que, notamment en Angleterre, dans les pays aussi nordiques, et aux États-Unis, les gap years, c'est très, très commun. Généralement, ça se prend soit après avoir passé l'équivalent du bac ou après les études supérieures. Qu'est-ce que tu fais pendant un gap year en général? Bah, généralement, tu vas te torcher la gueule en Asie du Sud-Est, hein. La plupart, c'est ce qu'ils font. Tu prends des photos avec des tigres que tu peux utiliser ensuite sur Tinder. C'est à peu près. Honnêtement, de toute façon, vous les reconnaissez, hein, dans les aéroports, vous reconnaissez directement ceux qui sont en gap year, quoi. Notamment les filles avec leurs pantalons très larges, là. Leurs pantalons très larges et leurs tongs très reconnaissables. Mais voilà, ça forme quand même. Et leur sac à dos énorme. Allez, T'as gros sac remarqué, à dos. les gens qui voyagent comme ça, ils bougent beaucoup, mais les gars, ils ont pas appris à être Non, non, du minimalistes, tout. quoi. Pourquoi t'as besoin d'un sac à dos? Surtout en Asie, t'as un sac à dos qui pèse 3 fois ton poids. Totalement. Que se passe-t-il? Totalement, ça. Mais du coup, tu penses que le gap year traditionnel, comme tu l'as décrit, reste formateur? Ou est-ce que pour être formateur, il faut faire une démarche particulière? Bah après, je m'y connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça l'est de moins en moins parce que justement, c'est des chemins de plus en plus battus. Et toi, rester 6 mois à Bali, c'est pas forcément le truc le plus formateur, toi. Euh, mais globalement, c'est quand même, voilà, tu te confrontes à de nouvelles cultures, quoi qu'il arrive, même si tu restes un peu dans ton entre-soi. Euh, voilà, c'est quand même mieux que rien. Mais je pense que à ce niveau-là, je pense que pour le coup, voyager seul, c'est quand même nettement mieux. Alors, explique-nous à quel point est-ce que voyager seul, c'est nettement mieux. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus vis-à-vis de voyager avec 5 potes en gap year et aller faire le tour des bières pas chères dans les grandes villes d'Asie du Sud-Est? Je pense qu'il y a deux choses principales. La première, c'est que bah, tu as une responsabilité totale par rapport à toi-même, tout simplement. Voilà, tout repose sur toi. La deuxième chose aussi, ce qui est assez importante, et je pense encore plus importante, c'est que ça te force forcément à aller un peu vers les autres. C'est-à-dire que c'est très facile quand tu es en groupe de rester un peu au sein du groupe, alors que quand tu es tout seul, bah forcément, à moins que tu veux passer tout ton voyage totalement seul à parler à personne, bah faut parler aux locaux, faut parler peut-être aux autres voyageurs. Ça te force un peu à t'ouvrir. Et je pense que tu bénéficies donc plus du voyage que si tu voyageais à plusieurs. Ouais, c'est un gros tout c'est ça ce que je dis, hein, mais je pense que c'est réel. Un autre élément qui, moi, me semble important, c'est que bien moi, je remarque quand je rentre en France, même encore aujourd'hui, quand tu rentres en France, tu sais la façon dont les choses fonctionnent. Et en fait, tu as beaucoup tendance à. Moi, j'ai beaucoup tendance ici à critiquer les choses. Enfin, c'est complètement débile la façon dont ça fonctionne, etc. Quand tu es dans un pays étranger, comme pour moi le Vietnam, typiquement, euh, tout est un peu différent, tu n'as pas trop l'habitude. Donc, en fait, tu acceptes vachement plus la façon dont les choses fonctionnent. Tu es vachement plus zen. Donc, pour te donner un exemple concret, si je débarque dans un magasin en Vietnam et qu'il y a un peu la queue, je me dis, ouais, c'est comme ça, c'est le truc local, tu vois, c'est la manière locale. Zen, on s'adapte, tu vois, on accepte le monde. Be like water, tu vois, je suis Bruce Lee. Quand je suis ici et qu'il y a un peu trop la caisse chez Franprix, putain, ils peuvent pas ouvrir une autre caisse, ça fait chier, genre, je passe ma journée à putain de Franprix et tout, tu vois, parce que du coup, je suis vachement plus jugement comme ça. Et, ouais, mais Ça sent le vécu. Mais je vas-y, pense que ça marche dans les deux sens pour le coup. Parce que aussi, l'avantage quand tu es à l'étranger, c'est c'est que tu ça. peux faire ce que tu veux. Les gens, ils te Ouais, verront, exactement. bon, ben, il est juste étranger, quoi. Et notamment, enfin, tu peux te plaindre beaucoup plus de choses. Tu peux te plaindre de sortir du moule beaucoup plus facilement. Donc, il y a ces deux aspects-là. Ça marche dans les deux sens. Donc j'ai un exemple concret là-dessus, hein. Si en France, tu débarquais au resto, avec ton podcast, t'écoutais ton podcast, avec tes écouteurs du début à la fin, le serveur se dirait putain, ce gars-là, c'est le pire enculé que j'ai vu dans ma vie, quoi. Il est là, son podcast, il écoute son truc pendant tout le temps, il parle à personne, il bouffe son truc et il se casse, il paye et tout, mais sans enlever ses écouteurs. Moi, c'est ce que je fais au Vietnam, tu vois. Je débarque dans un resto, les mecs me servent, je sais combien ça coûte, je les paye, tu vois. Et en même temps, j'écoute une interview avec un gars, un podcast. Mais tu vois, eux, ils se disent, ouais, un étranger, tu vois, il fait son truc. Probablement, ils font tous comme ça là-bas. Ils écoutent des trucs, de la musique ou je sais pas quoi, tu vois, c'est ce qu'ils imaginent. Mais en gros, eux, ils s'en foutent parce que de toute façon, tout ce que je fais, c'est un peu chelou pour eux. Alors qu'en France, étant français, on s'attend à ce que tu comportes d'une certaine façon. Et donc, du coup, tu dois soit te conformer, soit braver les normes sociales. Ce qui est dans les deux cas est pas ultra cool parce que tu dois faire un effort particulier pour faire ça. Alors que l'étranger, les Mais gens. j'ajouterais par contre, Vas-y. j'ajouterais par contre pour les locaux, par exemple au Vietnam, mais dans la majorité des pays,
Par contre, eux, ils ont encore plus à se conformer. Ouais. Les règles sociales sont encore plus rigides. Donc, c'est vraiment un privilège que tu as en étant étranger, Carrément. que les gens te jugent moins, quoi. Carrément. Parlons de la pression sociale. Parlons du fait que, une fois que tu es parti, que tu es devenu nomade digital, tu as un petit côté où c'est comme quand les Grecs étaient arrivés à Troie et qu'ils avaient brûlé leur bateau. Ils étaient en mode ouais, maintenant on a brûlé les bateaux, on va plus revenir en arrière, il faut y aller, il faut qu'on conquiert la ville. Il y a un petit côté similaire quand tu deviens nomade digital, dans le sens où tu as fait un grand bond vers l'avant et tu sens que ça va devenir difficile de revenir en arrière. Il faut que tu conquières la ville et que tu tues les hommes et violes les femmes. Ouais. Effectivement, il n'y a plus de choix. Exactement. Il n'y a plus de choix. Tu arrives à l'aéroport, il faut que tu sois prêt. Quoi. Un par un, homme, femme, c'est. Voilà. C'est ça. Bref, je vais fermer ma gueule maintenant. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé à Ho Chi Minh, je suis venu dans un cheval en bois. Ils y ont vu que du feu. Aux douanes, ils n'ont pas remarqué. Quoi. Le cheval en bois est passé tranquillement. C'est ça. Bah, de toute façon, les douanes à Ho Chi Minh, alors on revient sur Ho Chi Minh, hein, mais c'est la pire blague. Non, j'ai remarqué ça. Ils passent ton sac, par exemple, au rayon X, mais dans tous les aéroports du monde, ils te demandent de sortir ton ordi. Quand ils voient ton micro, ils se disent c'est un peu chelou, c'est quoi? Ils te demandent de sortir le micro et tout. Là, tu passes tout dedans, ordi, disque dur, micro. Et les mecs font ok, c'est bon, tu peux continuer. Ça prend 1 minute. Effectivement. La dernière fois que j'ai pris l'aéroport à Ho Chi Minh, j'ai eu l'impression de. Je me suis dit, mais putain, j'ai pas passé les contrôles de sécurité. C'était tellement rapide que je me suis même pas aperçu que je les avais passés. C'est dire. Deuxième chose, qui va plutôt être ma section, parce que voilà, c'est le gros bénéfice pour moi de Ho Chi Minh, c'est les rencontres que tu peux faire et surtout le contexte dans lequel tu peux évoluer. Donc, quand j'ai débarqué à Ho Chi Minh pour la première fois, j'étais jeune, j'étais naïf, j'avais un business qui faisait 1 200 euros par mois. Donc vraiment, c'était voilà, je pouvais commencer à me considérer comme un nomade digital, mais j'étais ric-rac, j'étais vraiment au jour par jour en mode assez petit. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui étaient, voilà, j'ai rencontré en particulier un gars, c'est un designer, un des premiers mecs qui est arrivé à Ho Chi Minh et qui a monté cette communauté d'entrepreneurs. C'est un designer, il vend des projets minimum $250,000. Et quand tu parles à ce gars, tu réfléchis à ce que c'est un mindset, tu vois, une mentalité d'abondance, une mentalité où le mec il pense à grande échelle. Et quand la plupart des designers font faire des petits sites pour, tu vois, 2 à 5 000 $, il y a même des gars qui font des sites pour 500 euros. Hein. Lui, il va vraiment dire, OK, comment est-ce que je peux toucher le plus gros client possible pour avoir un impact maximal et pour voilà, avoir un impact maximal avec mes compétences. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment affecté. Et pourquoi il vit à Ho Chi Minh, lui? S'il gagne $250,000, c'est que... Parce qu'il kiffe. Ouais, il kiffe Ho Chi Minh, il trouve que c'est trop cool. Ça le dynamise, lui. C'est lui. Il a été un des premiers à y arriver. Il adore la ville. Il trouve que c'est vachement cool. Du coup, il s'est même marié là-bas. Ouais, bah non, ok, c'est ça en fait. Après plusieurs années. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Il a vécu là pendant plusieurs années. Il a fini par se marier. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il adorait tellement la ville qu'il a décidé d'y rester. Tu le vois dans tous les pays, hein, que ce soit en Thaïlande, Philippines, Vietnam, généralement, quand il y a un mec qui y vit depuis 4-5 ans, c'est qu'il a trouvé une femme là-bas. Quoi. Mais lui il y a été vraiment. C'était un des premiers à y aller. C'était un des premiers à en parler. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs sont à Ho Chi Minh parce que lui, il en parlait. Et du coup, au fil du temps, tu vois, une communauté qui s'est montrée autour de lui. L'intérêt, c'est que... Ah non, mais ça, j'ai compris le délire, en fait. C'est que, du coup, il s'est retrouvé coincé avec sa femme là-bas. Il voulait pas être tout seul. Et il a ramené des gens, quoi. C'est ça le plan. Parce que, pas du tout, mais bon, on va repartir sur le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que un gars comme ça, il doit y en avoir à Paris, des mecs de designers, tu vois, qui refont des sites pour des grosses boîtes ou qui font des systèmes d'information, etc. C'est juste que j'y ai pas du tout accès. Ce gars-là, c'est un gars régulièrement, je prends un petit déjeuner avec lui, on discute autour d'un café, il me raconte comment il fait ses ventes et tout. Un gars comme ça en France, j'y ai pas accès, tout simplement parce que je suis pas dans les bons cercles. Il faut avoir beaucoup plus de passes. Et le fait d'être à l'étranger, du coup, tu as accès à beaucoup plus de monde parce que il y a un filtre déjà. Tu vois, le fait de débarquer au Vietnam, c'est déjà un filtre. Donc les gars sont beaucoup plus aptes, enclins à te rencontrer. Et sont beaucoup plus accessibles et sont beaucoup plus ouverts sur ce genre de choses. Et ce qui n'est pas une histoire de dire qu'en France, c'est tous des snobs. C'est juste qu'en France, il y a beaucoup plus de gens qui demandent leur attention. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent les choses. Alors que, voilà, à l'étranger, c'est plus simple. Et l'autre élément, un autre pendant de ça, c'est les... En particulier au Vietnam et en Thaïlande, j'ai rencontré des gens qui faisaient exactement la même chose que ce que j'étais en train de faire. Donc, ils faisaient des agences de publicité sur AdWords et sur Facebook. Et les mecs m'ont appris la vie. Ça veut dire que le gars il y a 3 ans, il était exactement là où moi j'en étais. Et il m'a dit, OK,
fais pas ça, ça va être nul, ça va être horrible, ça va te passer 6 mois à te galérer et tu vas t'apercevoir que le business, il est super chiant. Évite de prendre tel type de client, tel type de client. Voilà les grosses erreurs que tu vas commettre, etc. Parce qu'ils avaient fait exactement la même idée que moi, mais 3 ans avant, et ils pouvaient exactement m'apprendre la vie. Et encore une fois, ces gars-là, en France, ils existent. J'aurais peut-être pu les rencontrer, mais ça aurait été vachement plus dur. Et moi, ça m'a tellement apporté. Ça a vraiment un impact énorme dans la façon dont j'ai orienté le business, en particulier le business dans la séduction, et en particulier ensuite le business dans la pub Facebook, où j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoute, là, tu es en train de faire une erreur. Moi, j'ai fait ça et voilà ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai un peu vu mon propre futur et j'ai pu ajuster vis-à-vis de ce que j'avais appris. Moi, ça me parle pas tellement parce qu'en fait, ça n'a jamais été un gros focus pour moi de rencontrer d'autres nomades digitaux. Bah, d'ailleurs, je me suis inscrit à Dynamite Circle, donc qui est un peu le plus gros, on va dire, forum privé payant de nomades digitaux. Depuis, j'ai arrêté parce que ça n'avait pas trop d'intérêt pour moi. Après, c'est totalement en faute, c'est juste que j'ai pas fait l'effort. Donc si tu vois, les rencontres, c'est pas trop ton truc, parlons des opportunités business. En particulier, parlons de la Chine. Parce que toi, du coup, tu as des usines qui sont en Chine. J'imagine que le fait d'être. Je te dis, non, on va se calmer, elles Asie, sont pas à moi les usines. Hein. On va rester. Ah bon? Tu pensais que c'était à moi? Ah putain, je pensais que t'étais vachement plus gros. Ouais, je pensais que t'avais des dizaines d'usines, que t'étais un magnat de l'industrie en Chine. Je croyais que t'étais sur la liste Forbes des 100 billionnaires chinois, milliardaires chinois. Parle-moi un petit peu de comment ça fonctionne avec tes fournisseurs. D'ailleurs, quasiment tous les milliardaires chinois sont au Parlement chinois, comme quoi on n'est pas si mal en France, voilà, d'un point de vue de la corruption politique. Bref, à vrai dire, en fait, c'est un mauvais exemple, en fait, parce que en soi, la Chine, ça n'a pas été intéressant parce que j'ai jamais réussi à avoir un visa chinois. Parce que quand tu es dans une ambassade étrangère, c'est plus compliqué que si tu demandes directement depuis l'ambassade française. Il faut savoir que pour aller en Chine, il faut un visa. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu rencontrer mon fournisseur à Hong Kong parce qu'il faisait un trade show là-bas. Et ça, du coup, ça aurait pas été possible si justement j'avais vécu en France. Je suis pas sûr que j'aurais pris le billet d'avion à 1 000 € pour y aller. Alors que là, c'était un billet d'avion à 80 €, quoi, ce qui fait quand même une grosse différence. Et outre le billet d'avion, tout l'effort aussi, enfin l'aller-retour, enfin tu perds 60 heures de ta vie, quoi. Donc là, ça donnait cette possibilité. Et ça m'a aussi permis d'ouvrir une entreprise à Hong Kong, ainsi qu'un compte en banque à Hong Kong. Faut savoir que pour ouvrir mon entreprise à Hong Kong, j'ai plutôt du mal. Alors plutôt, en fait, l'entreprise, c'est facile. Par contre, compte en banque, j'ai dû me rendre 3 fois à Hong Kong. Autant dire que si je vivais en France à ce moment-là, me rendre 3 fois à Hong Kong, j'en aurais eu marre. Je crois que j'aurais abandonné très vite. Alors que là, par exemple, quand j'étais aux Philippines, ça me prenait total peut-être 6 heures de vol. J'en ai pour 160 € l'aller-retour. Toi, c'est pas la fin du monde, quoi. Et depuis, d'un point de vue très concret, avoir une entreprise à Hong Kong, ça m'a économisé beaucoup d'argent, tout simplement. Donc ça, c'est 2 exemples très concrets où ça m'a donné un avantage en termes de business. Parlons d'un autre truc qui est le fait de réduire ses coûts. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les gens qui veulent débuter dans l'entrepreneuriat en France. Les gens me disent, ouais, il faut commencer, mais c'est dur au niveau financier, etc. Et je leur dis, ouais, combien il faut que tu fasses pour financer ta vie en France, quoi, pour payer tes factures, etc., tu vois, au minimum. Et en fait, d'ailleurs, on avait vu même Antoine Blanche-Maison qui, lui, avait voyagé constamment et ça lui a quand même coûté moins cher qu'en France. Autant dire qu'en plus, si vous vous installez un peu pendant 6 mois, que ce soit au Vietnam ou aux Philippines ou même en Thaïlande, vous allez réduire drastiquement vos dépenses. Et ça, c'est pas juste une question d'être un rapia, c'est une question de quelles sont les opportunités, quels sont les projets que tu peux faire, à quel horizon de temps tu peux dire que tu décolles. Si tu as 10 000 € d'économie, bah, combien de mois tu peux vivre sur tes économies en attendant que ton revenu décolle, et à partir de quel niveau est-ce que ton revenu équilibre tes dépenses. Et très pratiquement, si tu dépenses 2 fois plus ou 3 fois plus en France, bah, faut que tu décolles 2 fois plus rapidement et que tu décolles 2 fois plus haut. Donc ça, c'est vraiment un truc sur les business sur lesquels tu peux te lancer. Et moi, ça a été le cas vraiment sur l'année 2015. Et j'ai pu prendre des risques dans mon business que je n'aurais jamais pris en France parce que ça aurait pu me couler. Au niveau de l'argent que j'avais investi et au niveau des projets que j'avais fait qui allaient prendre longtemps à générer du revenu, tu vois. En France, j'aurais fait client pour générer du cash flow et être sûr de pouvoir payer mes factures et d'avoir une marge de manœuvre. Quand j'étais en Asie, bah, étant donné que je dépensais 800 € par mois pour vivre à Ho Chi Minh, bah, je pouvais me permettre de pas gagner autant d'argent et de passer plus de temps à faire des projets de long terme ou à faire des podcasts ou à faire du contenu, ce genre de choses qui, sur le long terme, payent, sur le court terme, pas tellement. Et en termes de stratégie, ça a un vrai impact. C'est presque similaire, en fait, à lever de l'argent. Ou quand tu lèves de l'argent, ça te permet de dire, OK, on a tant de mois, on n'est pas obligé de générer du CA.
parce qu'on a de quoi payer les factures. Tout à fait. J'ajouterai un autre point par rapport justement à la réduction des coûts. C'est que du coup, vous pouvez vous permettre certaines choses que vous ne pouvez pas en France. J'ai 3 exemples très concrets. Le premier, c'est la nourriture, notamment le fait de manger à l'extérieur ou de commander de la nourriture. En France, si vous allez manger au resto régulièrement, même au kebab, même kebab qui est pourtant pas très cher, 5-6 euros, et encore kebab ça passe, mais dès que vous passez un peu au-dessus, c'est mort. Mais même McDo, par exemple, c'est trop cher. Ça devient très vite, un gros budget. Alors justement, notamment en Thaïlande, c'est hallucinant, vous pouvez aller, par exemple, chercher de la street food, donc la nourriture de rue, ça coûte que dalle. Vous pouvez commander de la nourriture, ça coûte que dalle. Tout ça, c'est une économie de temps, en fait. Ce qui fait qu'en France, vous seriez obligé de cuisiner, ce qui prend du temps, ce qu'il faut planifier aussi, il faut faire les courses. Après, si ça vous plaît, pourquoi pas. Mais en l'occurrence, en étant nomade digital, vous pouvez éviter ça et gagner peut-être 1 heure, 1 heure et demie par jour, ce qui est pas rien. C'est 1 heure, 1 heure et demie que vous pouvez utiliser pour votre business. Il y a aussi la lessive. La lessive, c'est pareil, c'est tout con, mais quelqu'un peut la faire pour vous. C'est encore du temps d'économiser. Notamment, la plupart des résidences en Asie, il y a un service pour ça. Donc, vous demandez qu'ils viennent récupérer votre lessive. En France, je ne m'y connais pas trop en termes de lessive. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il faut aller dans comment ça s'appelle ? À la laverie. Donc, il faut se déplacer, donc tu perds du temps. Ah, faut aller à la laverie, hein. Faut aller à la laverie. Tu prends tes fringues, tu vas à la laverie, ça prend 1 heure et demie de faire le truc à la laverie. En Asie, le truc, ils viennent le chercher dans ta chambre, ils te le ramènent dans ta chambre. Donc, en termes de temps gagné, c'est assez significatif. Et en plus, c'est comment on appelle ça ? Je sais même pas. Toi, à quel point je ne connais pas, c'est de l'espace mental. Non, c'est très près. Je suis en train de mimiquer le geste comme un débile, là. C'est quand tu repasser, voilà, c'est ça, repasser. Ouais. Ça m'a permis pour la première fois de ma vie presque d'avoir des vêtements repassés, en fait. Parce que typiquement, ça, c'était le truc, je me disais, ça sert à rien. Et maintenant, j'ai des vêtements bien repassés sans aucune. Voilà. Et la dernière chose. C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo sur ce podcast. On pourrait admirer ta belle chemise. Aussi ma gestuelle du repassage. La gestuelle, ouais. Le dernier truc sur lequel j'ai eu un peu de mal, par contre, c'est le ménage. Et pourtant, c'est le truc le plus gros. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, aux Philippines, vous pouvez avoir une femme de ménage pour 2 euros de l'heure. Et encore 2 euros de l'heure, vous la payez plutôt généreusement, il faut se dire. Ce qui fait qu'elle vient 1 heure par semaine et puis votre appart est toujours nickel, quoi. Alors, il faut comparer à vous. Déjà, pour faire le même résultat, ça vous prendrait 2 heures. Et en plus, ce sera un moins bon résultat. Donc, voilà, vous pensez que vous faites pareil, mais en fait, vous le faites moins bien. Et ça vous prend plus de temps. Par contre, moi, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça parce que c'était un peu... je me sentais un peu honteux. Et à vrai dire, j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer, notamment qu'elle fasse le ménage pendant que je suis dans la chambre, tu vois. Parce que je me sentais vraiment comme une merde. Donc, ce que je faisais, c'est que je me barrais pendant qu'elle faisait le ménage. Et du coup, c'était pas un vrai gain parce que je passais 1 heure. Fallait que je trouve de quoi faire pendant 1 heure, quoi. Mais globalement, s'il y a un rythme qui est mis en place et que vous payez quelqu'un pour faire le ménage, c'est du temps d'économiser. Vous êtes dans un appart qui est bien propre. C'est que du bonus. Ouais, carrément. Est-ce que toi, tu fais ton ménage toi-même en Asie ? Non. En général, à Ho Chi Minh, j'habite dans des trucs où tu sais, tout est inclus, quoi. Ménage, lessive, c'est un package. Okay. Voilà, parce que faire le ménage, c'est vraiment pas un truc qui me fait marrer. Faire la nourriture, ça me dérange pas tant que ça. Je le fais pas en Asie parce qu'il y a pas de raison de le faire. Mais sinon, ici, ça me dérange pas tant que ça. Par contre, la lessive, pour moi, c'est probablement le pire. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est la laverie, etc. C'est une perte de temps. Parce qu'en fait, tu t'occupes même pas, quoi. Tu vas à la laverie, il faut attendre. C'est super. Voilà. Donc, pour revenir sur un truc vraiment super concret, qui combine un peu l'élément que j'ai dit tout à l'heure sur les rencontres et l'élément sur les opportunités business, c'est que certaines personnes qui suivent peuvent savoir que en ce moment, je suis en train de bosser sur un gros logiciel lié à la pub Facebook, qui est un projet qui prend plusieurs mois à aboutir, etc., dans lequel on a investi pas mal. L'idée de ce truc-là, c'est que la façon dont ça a commencé, c'est que j'avais rencontré un des cofondateurs à Bangkok et que 2 ans plus tard, on a discuté du truc et un logiciel est apparu. Donc, on a eu cette idée-là. Mais ce gars-là, d'abord, si j'avais pas été à Bangkok, tu vois, j'aurais jamais rencontré. Donc, c'est une opportunité très concrète qui a été offerte à moi. Pourquoi est-ce qu'ils ont bossé avec moi ? Parce que je les avais vus en personne, ils me connaissaient, ils avaient confiance en moi, donc on a pu monter cette relation-là, tu vois. Et donc, ça combine un petit peu l'effet que j'ai dit tout à l'heure sur les rencontres et le côté vraiment opportunité. Il y a plein d'opportunités dans le monde, elles sont pas toutes en France. Et le fait d'avoir cette flexibilité de pouvoir aller rencontrer les gens, de pouvoir, moi j'étais à Singapour aller rencontrer ces gars-là aussi, donc j'ai été dans plusieurs endroits les rencontrer pour discuter avec eux en personne. Le fait d'avoir cette flexibilité et cette mobilité-là m'a permis d'aller saisir les opportunités là où elles étaient et de capitaliser sur le truc. Et les billets d'avion,
Exactement. Les billets d'avion en Asie sont très, très peu chers aussi. Ça, c'est quelque chose Ouais. d'assez important. C'est-à-dire que, encore une fois, un vol Manille-Hong Kong, c'est peut-être 60 € l'aller-retour. Un vol, j'imagine, Ho Chi Minh-Singapour, ça doit être dans le même prix, peut-être 80 €. Ouais, c'est très, Ouais. très abordable. Et je finirai par une dernière chose qu'on a un peu totalement négligée, auquel je viens de penser, et qui est très, très concret, c'est l'anglais, en fait. Si vous êtes en galère d'anglais et que vous savez que l'anglais, c'est très important pour, Et ça pour l'est. votre business, il n'y a rien de mieux, et ça l'est. Si vous ne le pensez pas, vous avez tort. Moi, j'en suis persuadé. Enfin, pour moi, il n'y a aucun doute, quoi. Enfin, quand 90% du contenu intéressant, même plus, c'est en anglais, c'est débile d'en s'en priver. Et justement, devenir nomade digital, aller à l'étranger, même si c'est pas dans un pays anglo-saxon, hein, même si c'est au Vietnam, par exemple, ou au Thaïlande, forcément, vous êtes obligé de parler anglais et mécaniquement, vous allez vous améliorer. Alors qu'en France, vous pouvez vite, vous n'avez pas cette pression-là. Ouais, clairement. D'ailleurs, c'est la plupart des gens qui apprennent l'anglais l'apprennent comme ça, en fait. Très peu de gens l'ont appris en cours de terminale. Sur ce, eh bien, en parlant de cours de terminale, ma transition sur les évaluations iTunes. D'accord. Je sais pas, j'ai pas réussi à faire cette transition. Comme je te dis, hein, il y a quelques épisodes, on avait fait notre plus bel appel à l'action, et maintenant je suis en désespoir de comment le retrouver. Je pense que je ne retrouverai jamais Essaye en anglais. ce lyricisme incroyable dans les appels Essaye à en l'action. anglais, peut-être Je pour vais les essayer en anglophones. anglais. Vas-y. Donc, call to action, iTunes reviews, voilà. Leave us an iTunes reviews on nomaddigitalpodcast.com/iTunes reviews. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas trop, j'arrive pas à monter cette blague, mais on va dire que pour tous d'entre vous qui apprécient mon effort incroyable à chaque épisode où je fais 2 appels à l'action pour les évaluations iTunes, pour tous ceux qui comprennent la quantité incroyable de créativité qui vient dans ces évaluations iTunes, eh bien, vous irez nous en laisser une sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. On en arrive donc, bien sûr, à la fameuse section lifestyle. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi ? Ma recommandation, après celle de boire de l'eau, donc qui était aussi pas forcément évidente, c'est celle de faire du sport. En fait, mais je me rends compte, mes recommandations lifestyle, ça ressemble beaucoup à un post médium, quoi. C'est réveillez-vous tôt. Ouais. C'est un peu le genre de truc. Mais en l'occurrence, c'est un peu une histoire. Les 5 routines des entrepreneurs qui ont du succès. C'est exactement ça, quoi. 5 leçons de Richard Branson. Ouais, c'est ça. Bref, je me rappelle avoir écouté, quand j'avais peut-être 12-13 ans, une interview avec Gad Elmaleh. Et il disait qu'il faisait, juste avant son spectacle, il faisait 10 minutes de course à pied. Et il disait que ça lui donnait de l'énergie. Et moi, pour moi, c'était totalement... Enfin, je comprenais pas, en fait. Quand tu cours, tu consommes de l'énergie. C'est pas censé t'en donner. Et du coup, je me dis, c'est débile parce que du coup, il a vraiment d'énergie pour ce spectacle. Ça fonctionnait pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, effectivement, faire du sport, au contraire, plutôt que de retirer de l'énergie, ça en donnait. Et donc, les moments où vous vous sentez fatigué un peu à plat, c'est sûrement les bons moments pour faire du sport, quoi. Et c'est aussi un rythme à avoir. Et être fatigué mentalement, c'est très, très différent d'être fatigué physiquement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Moi, c'est souvent étonnant à quel point, après une longue journée, quand je suis absolument mort, j'ai l'impression que la seule chose que je peux faire, c'est m'allonger sur le canapé et regarder du YouTube. Et je vais courir. Je me perçois qu'en fait, ok, mon cerveau est absolument mort et ne fonctionne plus. Mais en revanche, j'ai plein d'énergie physique et je peux courir vraiment des bons temps comme ça, alors que j'avais l'impression que j'étais au bout de ma vie. Et au final, ça te régénère un petit peu ta matière grise, je pense. Et quand je reviens, je suis un petit peu moins décédé. Moi, j'ai une recommandation qui est beaucoup plus pragmatique. C'est le Google Tag Manager. Donc, si vous utilisez Google Analytics, si vous utilisez le pixel Facebook ou des éléments de tracking sur votre site pour différents outils, moi, je dois avoir 3-4 différentes codes de tracking qu'il faut rajouter dans le header d'un site. Il faut les rajouter sur chaque page à la main. C'est chiant, tu te souviens jamais, etc. En fait, il y a un outil qui simplifie tout ça, c'est le Google Tag Manager. Donc, en gros, vous avez un seul tag et vous le mettez partout. Donc, vous pouvez avoir le même tag partout. Et après, dans Google Tag Manager, vous pouvez définir sur quelle page est-ce qu'on montre quel tag. Donc, vous êtes sûr de jamais oublier vos tags, de ne pas oublier votre pixel Facebook ou votre Google Analytics sur une page que vous venez de créer. Vous êtes sûr de les avoir partout. Vous êtes sûr d'avoir les bons éléments de tracking sur les bonnes pages. Tout est géré comme ça. C'est vachement plus transparent. Et au lieu de se galérer à copier-coller des codes dans le header, moi, étonnamment, je me suis mis dessus qu'il y a 4-5 mois. Avant, j'utilisais encore les codes copier-coller à la main. Et vraiment, voilà, j'aurais dû me mettre dessus beaucoup plus tôt parce que c'est un gain de temps colossal.
Tu l'utilises, toi? Non, du tout, et du coup, je vais me renseigner là-dessus. Mais après, je dois avouer que je Ouais. me suis un peu arrêté niveau site internet. Enfin, j'ai beaucoup moins de sites qu'avant. Ouais. Euh, Sur Amazon, ça marche pas. sur Amazon, ça fonctionne pas. Non. Ouais. Voilà. Mais pour tous ceux d'entre vous qui ont des sites en particulier voilà, si vous avez un truc de split testing, si vous avez un truc avec votre autorépondeur, le Google Analytics, le pixel Facebook, le pixel AdWords, rapidement, tu vois, ça devient du jonglage. Ça simplifie vachement de complexité. Et puis, comme toujours, c'est du Google, donc c'est vachement bien foutu. C'est super bien intégré avec tout le reste. Donc voilà, il y a rien à redire là-dessus. Et puis, c'est totalement gratuit. Il y a des éléments de partage et tout. Enfin, c'est vraiment top. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, nous laisser un message vocal ou nous laisser une évaluation. À la semaine prochaine. À jeudi prochain.